Tu veux des clientes cet été? Alors bouge pas. Dans quelques jours, j'organise Déclic 48 heures, un événement live inédit sur 2 jours pour t'aider à passer à l'action. Des lives, des exercices, des témoignages, bref, tout ce dont tu as besoin pour passer à l'action et décrocher des clientes cet été. Pas de théorie, que du concret. Alors clique vite pour t'inscrire car les places en live sont limitées. Ça fait quoi de franchir un palier de chiffre d'affaires? Est-ce qu'on se pose toujours les mêmes questions que quand on débute et qu'on a du mal à joindre les deux bouts parce que justement on est en train de comprendre la clientèle à laquelle on s'adresse et on n'a pas encore compris ce qui fait que d'un coup la fusée va partir? Ça fait quoi de passer ce stade? Aujourd'hui, on change un peu de perspective par rapport à ce que je vous propose d'habitude. Dans le podcast aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée exceptionnelle, Nina Sénoyer. Qui est Nina? Elle va se présenter dans quelques secondes. Je pense que cet épisode va beaucoup vous intéresser parce qu'il est justement question de croissance. Comment on fait une fois qu'on a lancé les bases? Une fois qu'on a lancé les bases et que tout va bien, pour continuer à grandir? Est-ce qu'on se satisfait de ce chiffre d'affaires qui est finalement confortable? Toutes ces questions, je les ai posées à mon invitée et elle va pouvoir y répondre. Et si vous ne vous êtes jamais posé encore ces questions, patience, ça viendra. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour Nina, bienvenue dans le podcast. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Bonjour Maïté, merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. C'est un vrai plaisir parce que je te connaissais pas avant d'avoir rencontré Dorothée. En fait, c'est grâce à Dorothée que vous pouvez d'ailleurs retrouver, chères auditrices, dans un autre épisode. Alors, je vous remettrai le lien parce que je me souviens plus du numéro, mais j'avais eu la chance d'interviewer Dorothée et en fait, c'est grâce à Dorothée que j'ai découvert Nina et son travail. Et Nina, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je suis experte en écriture stratégique. Donc mon métier, c'est l'écriture, on va dire, avant toute chose, que je fais vivre avec 2 casquettes différentes. La première, c'est que je suis rédactrice SEO, consultante SEO. Donc, j'aide les solo-dirigeants, les solopreneurs et les TPE, PME à gagner en visibilité, à attirer des prospects sur leur site grâce au référencement naturel, donc sur Google. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je suis aussi ghostwriter et mentor coach LinkedIn. Donc, j'écris des posts à la place plutôt des dirigeantes sur LinkedIn, celles qui n'ont pas le temps de s'en occuper. Ou alors, j'apprends aux indépendants, aux solopreneurs à travailler leur stratégie et à développer ce canal comme un canal de visibilité et d'acquisition pour aller chercher leur autorité et leurs futurs clients. Top. Alors pour le coup, on parlera peut-être de SEO tout à l'heure. Je voudrais d'abord qu'on s'intéresse un petit peu à ta casquette d'entrepreneur, parce que si j'ai bien compris, tu travailles seule aujourd'hui. Ça fait combien de temps? Alors effectivement, je travaille seule et c'est un vrai sujet en ce moment. Donc c'est marrant que tu en parles. Alors je me suis lancée il y a 2 ans et demi maintenant, en septembre 2023, retour de mon congé mat, 2e enfant, donc la naissance de mon premier fils et 2e enfant. J'ai fait quelques semaines en couveuse d'entreprise, donc c'est un peu comme une sorte de portage salarial. Je trouvais ça très rassurant au sortir de congé mat. Voilà, moi, l'entrepreneuriat, j'y connaissais rien du tout. J'ai 0 modèle entrepreneurial autour de moi. On n'est pas du tout une famille qui entreprend. Donc, je savais pas trop à qui me référer. Je me suis dit qu'aller en couveuse, ça allait voilà, je sais pas, ça me rassurait de me dire que je sautais pas dans le vide toute seule, surtout en plein postpartum avec 2 enfants à la maison.
Mais en fait, j'ai très vite senti que ça allait être, comment dire, ça peut faire présomptueux, mais c'est pas du tout ce que je veux dire, mais un peu trop lent pour moi. C'est-à-dire que j'ai senti que, quitte à me prendre des murs, bah, je préférais aller vite. Je sentais que j'avais vraiment envie vraiment de foncer. Et la couveuse, il y avait quand même pas mal de procédures, c'était assez protocolaire et je sentais que ça me limitait, que ça me frustrait beaucoup. Et en fait, au premier contrat qui est tombé, c'est arrivé assez vite. Je me suis dit: «Allez, YOLO, j'y vais, je lâche tout et je saute dans le vide et on verra bien». C'est le filet apparaît et du coup, je me suis lancée à mon compte toute seule en janvier 2024. J'ai créé mon site de micro-entreprise et au moment où on se parle, Maïté, ça fait donc 2 ans et je suis en train de créer ma société. Je passe en EURL ce mois-ci donc voilà, c'est Waouh, assez félicitations, c'est symbolique. super. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais comment tu en es arrivée à l'entrepreneuriat s'il n'y a pas de modèle d'entrepreneur autour de toi? Alors comment j'en suis arrivée à l'entrepreneuriat? C'est une bonne question. En fait, je crois que c'est un modèle qui est à la fois 100 fait pour moi et pas du tout en même temps. Dans le sens où comme tout le monde en fait, enfin comme beaucoup de personnes, pas comme tout le monde, mais comme beaucoup de personnes, j'ai commencé après mes études, j'ai trouvé un CDI. J'avais, la l'intuition de la créativité, mais je me considérais pas comme une créative, tu vois? Je me disais: «Les créatifs, c'est ceux qui font des peintures, des sculptures. Moi, je suis pas manuelle, j'aime pas dessiner, j'aime pas peindre, bon, bah, voilà, je suis pas créative, quoi». Donc je suis allée dans le salariat, puis je suis allée travailler par contre avec les artistes. Je suis devenue chargée de production, dans la photo, dans la musique. J'ai organisé des festivals, j'ai organisé des tournées pour des artistes. Je suis partie à l'étranger, en voyage avec eux. Cool. Donc ouais, c'était cool, c'était très stimulant, alors intenable avec, des enfants, hein, quand tu te retrouves, 3 jours au Koweït et puis la semaine d'après, 3 jours, à Lisbonne. Enfin voilà, bon, c'était vraiment génial, mais clairement avec des enfants, je trouve que c'est complètement incompatible. Donc très vite, ça m'a fatiguée, ça m'a amusée un petit moment, puis en fait, vite, je me suis dit que c'était pas fait pour moi, aussi excitant ça pouvait être. Et puis, bah, en fait, comme tout le monde, 2020, projet de maternité, long projet parce que PMA et cetera. Ah là Covid, là. enceinte à ce moment-là, voilà. Schéma classique, remise en question, en quête de sens. J'étais en start-up à ce moment-là, salariée, donc ça faisait du coup presque 7 ans que j'étais salariée, 5-6 ans. Quand je suis revenue de mon premier congé mat, du coup en janvier 2021, j'étais totalement démotivée par mon travail. Je voulais absolument rester en télétravail, parce que ma boîte était à Paris, moi j'habitais en banlieue parisienne. J'avais pas envie d'aller au travail, j'avais pas envie de prendre les métros, je m'en fichais un peu de retrouver, les collègues, tu vois, de faire des after work, tout ça, ça m'intéressait plus du tout. Je crois que ça m'a jamais vraiment intéressée. Moi, tout ce qui comptait, c'était être dans ma bulle, travailler dans ma bulle, qu'on fasse confiance à mes process, que je choisisse mes moments d'interaction. Et en fait, être à côté de la crèche de ma fille, pouvoir la déposer facilement, la récupérer facilement. J'allais l'allaiter à la crèche à l'époque, 2 fois par jour, j'étais carrément super déter, j'ai pas du tout fait ça pour les autres. Mais bon, pour le premier, on fait toujours beaucoup, beaucoup de choses et puis après, plus on en a, moins on en fait, hein, clairement, on va pas se mentir. Donc je voulais en fait, c'était le cadre. Le cadre, c'est devenu ma priorité. Et du coup, bah, au bout d'un moment, j'ai quitté, mon business, parce que j'étais complètement démotivée, j'étais plus du tout intéressée par le job que j'avais à l'époque et je me suis dit: «Bah, maintenant je fais quoi?» Et je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Enfin, c'était un transfert d'embryon, donc c'était totalement, programmé et calculé, qui a pris et là, je me suis dit: «OK, ma cocotte, tu as 9 mois pour trouver, enfin même un peu moins, 8 mois et demi pour trouver ce que tu veux faire. Non seulement trouver, mais en plus te former. Magne-toi, quoi». Et donc, cette espèce d'effet de loi de Parkinson, c'est-à-dire un temps déterminé pour être très productif, m'a boosté et m'a aidé à me poser très vite les bonnes questions. Et là, je me suis dit: «OK, s'il y a un truc que j'aime faire depuis toujours, où je suis, relativement douée, où je sais que je peux avoir des résultats, j'aime ça, c'est du kiff, c'est la rédaction». Maintenant, je ne veux pas être journaliste, je ne vais pas me faire 5 ans d'études, à l'ESJ, on sait qu'en plus après c'est un milieu très compliqué. Je ne veux pas être écrivaine, je ne veux pas être autrice, je veux de la stabilité, je veux gagner de l'argent parce que j'aspire à vraiment pouvoir faire kiffer mes enfants, partir en vacances, je veux être sécure à ce niveau-là. Bah, qu'est-ce que j'ai à portée de main? Et j'ai découvert le SEO à ce moment-là et je me suis dit: «Mais c'est parfait en fait. Je travaille de chez moi, je peux gagner de l'argent, c'est vraiment un métier, alors à la mode non, mais en fait enfin on a besoin d'être visible en fait, c'est de la communication donc c'est intemporel, ça ne mourra jamais, même si les IA arrivent et cetera, parce que du coup c'était en 2022-23, enfin voilà, ChatGPT. Et c'est ça, c'est là que je dois aller
Et du coup, je me suis formée vite, 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 vite. Et voilà, j'ai terminé ma formation juste avant d'accoucher. J'ai accouché, je suis revenue, je me suis lancée. Donc, c'est vraiment le cadre, en fait. Long story short, comme on dit, c'est vraiment le cadre qui m'a poussée à me dire, j'ai besoin d'être entrepreneur parce que j'aime être seule. Je choisis cette solitude. J'adore ça. Le télétravail, c'est toute ma vie. Je choisis mes moments, je choisis mes clients et mes clientes. Je choisis les moments où je suis en interaction avec eux. Comme aujourd'hui, on se parle et je suis super contente, voilà, de discuter avec toi. Euh, et puis, je peux aller chercher mes enfants facilement le matin, le soir. Maintenant, j'en ai 3. Je veux être avec eux à la maison le matin, voilà, après l'école, le week-end. Et c'est ce cadre-là qui me le permet. Maintenant, l'entrepreneuriat et tout le revers de la médaille, c'est toute l'insécurité, toute l'intensité, les hauts, les bas, on est tout seul. Tout ça, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment la fatigue décisionnelle à son paroxysme. Mais le cadre l'emporte. Voilà. Et comment tu fais alors pour gérer, comme tu dis, la charge mentale et tout ce côté insécurité? Comment est-ce qu'aujourd'hui, on passe de micro-entrepreneur à entreprise, à ton compte vraiment, 100 sans filet de sécurité de ce micro-statut? Alors, je crois que j'ai un côté un peu tête brûlée depuis le début, ce qui fait que j'ai jamais eu peur d'investir en moi. J'ai toujours eu très peur de déléguer, donc voilà, ça c'est un autre problème, mais je suis en train de travailler dessus activement en ce moment. Mais investir en moi, ça n'a jamais été un problème. C'est-à-dire que dès le début, quand je me suis lancée, j'avais 0 client, 0 thune, j'étais au chômage. Donc vraiment, je gagnais 1 500 € par mois, grand max, je crois. Donc voilà, les ARE, quoi. Bah, j'ai pris un bootcamp LinkedIn qui, à l'époque, coûtait, je me souviens encore, 3 360 € TTC. J'ai vraiment lâché une larme ou deux en faisant le virement, mais je me suis dit, en fait, il faut y aller. Voilà, il faut se lancer, c'est ta trésor, c'est ton épargne, mais il faut qu'elle serve à ça. Et en fait, dès le début, je me suis mise dans ce mood de investir sur toi. Vas-y, tu n'y arriveras jamais, tu es seule, mais je suis très entourée quand même. Je me suis tout de suite entourée, je me suis tout de suite fait coacher, accompagner. Et c'est ça qui m'a permis d'aller vite et aujourd'hui de pérenniser à peu près 10 000 € par mois en 2 ans. Parce que tout de suite, je me suis dit, let's go. En fait, je veux pas être lente. Tu l'auras compris, du coup, je suis un peu dans le faut que ça pète, quoi, faut que ça y aille. Donc, j'y suis allée. Maintenant, j'ai quand même évidemment énormément, mais franchement, comme tous les entrepreneurs, le syndrome de l'imposteur, des hauts débats. Le mois de janvier, là, on est aujourd'hui en février. Ce mois-ci, c'est beaucoup plus cool, mais janvier a été très intense. Il y a eu plein de moments où je me suis sentie dépassée aussi par mon business. Enfin, clairement, c'est des choses qu'on ne dit pas très souvent sur les réseaux, etc. Mais bien sûr qu'on le ressent aussi, quel que soit notre niveau. Mais c'est des moments où je me dis, OK, voilà, écoute ce qu'il se passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es débordé, que tu es dépassé. Quelles actions tu dois prendre derrière pour ne plus que ça se reproduise? Parce que je ne suis pas seule dans ma propre équation, que le soir, bah, il y a 3 enfants à gérer et qu'il est hors de question, même si parfois c'est difficile, qu'ils subissent mon stress et mes tensions et le fait qu'avec un client, bah, voilà, ça ne s'est pas forcément bien passé aujourd'hui ou que j'ai pas fini de faire truc ou machin, c'est pas à eux de payer. Donc là, typiquement, la solution, c'est en fait, tu vas déléguer des choses. Tu vas lâcher ce billet, même si ça te stresse de devoir payer quelqu'un, parce que ça me met en insécurité. Délègue ton administration, délègue les automatisations, vas-y. Donc, voilà. Je subis comme tout le monde les hauts et les bas, les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Il y a des moments où je me sens complètement grisée par ce qui se passe. Il y a des moments où c'est très difficile, où on a envie de tout arrêter. Ce qui me sauve, c'est que je suis tout le temps entourée et j'ai le recul pour investir en moi au moment clé ou au moment où c'est vraiment important de le faire. OK. Le fait d'avoir été enceinte et d'avoir ensuite eu, ton entreprise et ton bébé en même temps, ça fait beaucoup de choses à gérer. Comment tu t'es organisée pour faire ça? Parce que parmi nos auditrices, on a aussi des mamans qui ont parfois, des enfants à s'occuper, mais aussi un travail. Comment est-ce que tu as géré, toi, au niveau de l'organisation? Alors, c'est une bonne question. Donc quand, je me suis lancée à mon compte, donc j'avais déjà une fille qui avait presque 3 ans, donc ce petit garçon qui est né, en juillet. Je connaissais rien à l'entrepreneuriat. Je sais pas trop comment te dire. C'est quelque chose qui m'a je crois que je suis enfin, comment dire? Je crois que dans ma tête, je sais pas pourquoi, je suis configurée pour ça que les 2 en fait, ne soient jamais incompatibles. Pour moi, ça n'a jamais été incompatible, parce qu'en fait, ça a jamais été un souci. Je l'ai jamais vu comme tel et je crois que juste ça m'a jamais fait peur.
Mon fils a été gardé du coup. Alors j'ai eu la chance d'avoir une assistante maternelle fantastique à qui confier mon enfant, qui habitait à l'étage au-dessus de chez nous. On était en immeuble à l'époque, donc c'était royal. J'avais la chance de ne pas avoir à prendre les transports. Attention, hein, j'étais vraiment chanceuse dans l'environnement et dans la conjoncture, quoi. Donc ça, c'est pas le cas de tout le monde. J'ai conscience de ça. Ma grossesse s'était très bien passée. J'ai bien accouché. J'étais entourée avec mon conjoint. On fait 50-50. Tout ça joue énormément. Là-dessus, bah, j'ai de la chance. Ça devrait pas être de la chance, mais c'est de la chance. Donc j'ai confié mon fils rapidement à la fin du congé maternité parce que, à titre tout à fait personnel, 100% subjectif et intime, j'avais besoin de retourner travailler, de refaire fonctionner mon cerveau. Et je ne me voyais pas garder mon fils longtemps, même si je sais que voilà, on est ensemble le matin, le soir, tous les week-ends. Mais moi, j'ai besoin de travailler, ça me nourrit énormément. Donc Je voilà, comprends. c'était. Je sais que c'est un déchirement pour beaucoup, beaucoup de femmes et enfin, je le comprends à 1000%. Pour moi, c'était pas tout à fait ça. Donc, en fait, bah, le matin, on gère, le soir, on gère, le week-end, on gère. Ce qui se passe entre 8h30 et 18h, je me débrouille pour que ça rentre dans ma journée. Voilà. C'est pas toujours le cas. Souvent, je me retrouve le soir avec la petite voix qui tourne derrière de «Ah non, j'ai pas envoyé le devis à machin» et «Oh là là, tiens, une idée de post LinkedIn qui traîne». Bon, voilà. Mais Heu, dans tous les cas, je ne reprends pas mon ordinateur le soir, je le prends pas le week-end, ça rentre. Il faut que ça rentre, j'ai pas le choix. Ça, c'était pour mon deuxième fils. Après, je suis tombée enceinte de mon troisième enfant, deuxième garçon, par surprise. C'était une surprise, c'était pas prévu et là, j'étais entrepreneur. Là, j'ai vraiment stressé. Là, ça a été vraiment beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, le congé de maternité de l'indépendante, le peu d'argent qu'on reçoit, le fait que, bah, quand on s'arrête, en plus c'était un troisième, donc je devais m'arrêter 6 mois. J'avais pas envie de m'arrêter 6 mois, je savais que personne n'allait m'attendre 6 mois. Tout ça, là, j'ai vraiment, vraiment dû réfléchir, m'entourer. Du coup, je me suis encore entourée pour préparer tout ça et ça a été une vraie source de stress. Donc ça a pas été évident. Mais voilà, je l'ai fait quand même et je suis revenue et je suis contente, quoi. Comment tu as fait? Parce que 6 mois, c'est très long. Moi aussi, je l'ai vécu et c'est vraiment très, très, très long. C'est si long. Comment je le fais? Alors, mon fils est né en mai. Il était donc prévu au 20 mai. Donc, mon congé mat, c'était genre toute fin mars jusqu'à fin septembre. Euh, C'était un peu compliqué dans tous les cas, quand bien même j'aurais eu envie de reprendre plus tôt, parce que tu sais, tu as un nombre de semaines minimum à prendre, mais en fait, Oui. après, tu fais un peu ce que tu veux. C'est 6 semaines, un post-natal. Euh, mais ça nous devait tomber genre début juillet. Bon, la quasi-totalité de mes clientes sont des femmes et sont des mères. En vrai, en juillet, on sait que le business tourne au ralenti. En août, il n'y a plus personne. On est toutes en train de conduire nos voitures, partir en vacances en Bretagne ou dans le sud. Donc, ça ne sert à rien. Donc, je savais que dans tous les cas, je n'avais pas trop le choix que de reprendre au moins début septembre. Alors, ce que j'ai fait, comment dire, à ne pas forcément reproduire à la maison. C'est encore une fois très personnel et je me nourris beaucoup, encore une fois, au travail, à l'émulation du travail. Donc, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit genre, non, bah, moi, jamais de la vie, je fais ça. Moi, j'ai eu besoin de ça. J'ai un peu travaillé jusqu'au dernier moment, mais pas pour mes clients. Mes clients, j'ai vraiment stoppé au début du congé mat parce que j'avais pas le droit de facturer. Donc, je voulais pas me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de l'URSSAF et voilà, de la CPAM. Donc, j'ai arrêté de facturer mes clients. Par contre, entre début avril et en gros mi-mai, j'ai travaillé pour moi. J'ai réfléchi à mon business, j'ai écrit des posts, j'ai écrit des newsletters, j'ai continué à exister. J'ai continué à me manifester sur les réseaux, déjà parce que j'adore ça. Donc pour moi, ce n'était pas du tout une souffrance. J'adore écrire, j'adore publier sur LinkedIn. Donc j'ai aimé faire ça. Ça ne m'a pas coûté. Euh, j'ai accouché le 20 mai. Et après, je me suis repointée sur LinkedIn 3 semaines après. Honnêtement, c'était trop tôt. C'était trop tôt. Je m'étais engagée sur un bootcamp et je m'étais dit: «Bon, bah, voilà, 16 juin, on verra bien, mais ça va le faire, quoi». Je les connais, les bébés, ça dort tout le temps au début, mais j'avais sous-estimé le fait que 3 semaines passaient à attendre, c'était quand même vraiment très, très tôt et il y avait plein de nanas qui m'avaient dit: «Écoute, moi, dès le lendemain, j'étais déjà avec mon téléphone en train de faire des rendez-vous». En vrai, moi, au bout de 3 semaines, j'avais pas envie. Mais là où, voilà, je me connais bien et je savais que même si ça me coûtait un peu, parce que du coup, juin, juillet, j'ai fait 2-3 rendez-vous, des appels de vente, j'ai sécurisé septembre. J'avais pas spécialement envie de le faire. J'avais mon bébé avec moi. En plus, je l'allaitais, donc j'étais toute transpirante, pleine de lait. Enfin,
zéro condition cool pour bosser. Ça m'a mis pas mal de stress, mais je savais qu'au bout, je partais tout le mois d'août sereine parce que j'avais sécurisé mon mois de septembre, que je me mettais pas non plus en danger parce que je sentais que voilà, c'était inconfortable, j'avais pas envie, mais que je me mettais pas en danger. J'avais ma nounou qui m'aidait en plus, et puis mon conjoint était souvent à la maison. Donc, je me suis dit, je préfère faire ça maintenant que de partir en vacances tout le mois d'août, en plein postpartum, avec 3 enfants, et en plus me dire qu'en septembre, j'ai rien, je vais très mal le vivre. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai sécurisé septembre, je suis partie en août tranquille, je suis revenue en septembre. Septembre était sécurisé, un peu octobre, et du coup, j'ai pu passer septembre à sécuriser octobre et du coup à tout relancer. C'est ma façon de faire, 100% personnelle. Je ne veux pas dire faites ça ou ne faites pas ça, mais voilà, c'est comme ça que j'ai réussi un peu à passer le cap, et après, c'est reparti voilà, tranquillement. Il a été gardé, mon fils, en septembre, et puis voilà, les 2 garçons ensemble, et puis c'était réglé. Génial. Pardon, génial. Merci Nina d'avoir partagé ton parcours sur ces 5 dernières années. C'est vrai que ça fait beaucoup de changements et de hauts et de bas de tout ce que tu nous racontes. Tu nous as aussi raconté les difficultés que tu as eues et le fait que enfin, tu te rends compte que toi, tu es vraiment tu as vécu les choses, pardon, comme toi tu le sentais. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses que tu regrettes d'avoir fait comme tu les as faites? Est-ce que, tu te dis: «Bah, ça, j'aurais peut-être dû le faire autrement»? Comment est-ce que tu vois les choses aujourd'hui? Alors, j'ai rarement des regrets. En général, je suis assez dans mais dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle, hein, je suis vraiment dans le enfin, c'est un peu bizarre à dire, mais pour moi, tout est toujours un peu parfait, mais parfait avec un grand P. C'est-à-dire, c'est que ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, c'est que au fond, je l'ai cherché. C'est que j'ai voulu que ça se passe comme ça et que c'est ça voilà, ça veut dire quelque chose. J'ai cherché ce comportement ou j'ai eu ce comportement, enfin voilà. Hem, Là où j'aimerais, en tout cas, être, plus cool, et ce depuis le début, c'est vraiment d'arrêter d'être dans cette insatisfaction permanente, qui à la fois me nourrit et me permet d'aller loin, mais aussi me coûte. Parce que quand je me suis lancée, tu vois, je me disais, «Oh là là, mais si un jour je gagne, 3 000, 4 000 € par mois, mais ça sera, incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, je serais riche, quoi, tu vois? 4 000 €, enfin, jamais dans mes rêves les plus fous, j'ai pensé ça. Bon, bah, aujourd'hui, je suis entre 8 et 10 000 € par mois, mais c'est jamais assez, Bravo. tu vois? Et il y a merci beaucoup et c'est génial, mais c'est jamais assez et il faut toujours aller plus loin et je trouve ça très difficile de s'arrêter, de se satisfaire de ce qu'on a présentement et de se dire: «Regarde où tu en es, heu, savoure cette victoire». Non, il faut toujours être dans l'étape d'après, il faut toujours mais je crois qu'on est tous beaucoup comme ça, tu vois? Dans le, voilà, on désire quelque chose et puis une fois qu'on l'a, en fait, finalement, le désir s'estompe et on désire la chose d'après, tu vois? Et ben ça, c'est vraiment quelque chose, heu, que j'essaye de travailler, mais je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je crois que c'est pas juste, on se dit: «Allez, savoure» et je crois que c'est très ancré, je crois que c'est lié à beaucoup de choses qui nous constituent et qui parfois nous dépassent. Mais je trouve ça vraiment, très con, très dommage et presque délétère, en fait, parce qu'au bout d'un moment, en fait, où est la limite? Où est-ce qu'on s'arrête? Qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui nous stoppe, tu vois? Et à quel moment est-ce qu'on est vraiment satisfait? Et en fait, dans le salariat, tu as pas ça. Il y a un cadre, il y a une hiérarchie, il y a ton supérieur. Pour avoir une promotion, il faut se lever de bonne heure, enfin, tu vois? Là, il y a pas de cadre, il y a rien qui t'arrête. Et quand tu es un peu comme moi, dans l'intensité permanente, tu vois? Faut toujours aller plus loin, on n'est jamais satisfait et cetera, bah, cette limite, elle est très compliquée de le poser. Ma limite, mes garde-fous, ce sont mes enfants. Si je n'avais pas mes enfants, mais laisse tomber, je bosserai de 7 heures du mat à 23h30, je ne m'arrêterai jamais. Donc j'ai énormément de reconnaissance et de gratitude de les avoir parce que sinon je serais déjà cramée depuis bien longtemps. Mais voilà, j'ai pas de regrets, il y a pas de moment où je me dis: «Ah, j'aurais préféré faire comme ça», mais je regrette un peu, j'aimerais avoir un autre état d'esprit. Je sais que ça se travaille et d'ailleurs, c'est un de mes projets aussi de cette année, vraiment d'aller travailler ça pour se satisfaire et être fier aussi. Parce qu'il y a un peu ce truc de, bah, on n'est jamais tout à C'est fait jamais content de assez. soi-même. On peut toujours faire mieux, on peut toujours faire mieux. On est très exigeant avec soi-même, on est très dur. J'aimerais bien être plus cool avec moi-même et être contente de moi. Pour l'instant, j'y arrive pas trop. C'est tes parents qui t'ont poussé à aller toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin? D'où ça vient? Tu y as réfléchi? Alors,
Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai toujours été, je suis vraiment le stéréotype de la bonne élève. Ma mère était instite, très puissante intellectuellement, donc très exigeante aussi avec moi-même. Jamais évidemment dans la maltraitance, mais toujours dans le: franchement, allez, hein, tu plus intelligente que ça, réfléchis, ça va le faire, quoi». Elle pouvait mettre des taquets facilement, quoi, mais elle était incitée. Je sais que c'est ce qui faisait aussi les enfants l'aimaient beaucoup, c'est pour ça, parce qu'elle était jamais méchante, mais voilà. J'ai toujours été première de la classe, vraiment, j'ai toujours bossé, j'ai toujours été la bonne élève parce que pour moi, l'idée qu'on puisse me reprocher une un même pas de la médiocrité, mais un moyen, juste moyen, c'est, la fin du monde, mais la fin du monde. Hem Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps pour la première fois avec un client. Je suis partie en spirale totale pendant 2 semaines dessus. Je ne C'était une obsession. Je pensais qu'à ça, j'étais prête à tout arrêter. Enfin, ça m'a voilà, Parce que c'est des trucs qu'on parce que garde. parce que ce Pardon? que tu as fait pour ton client, c'était, trop moyen par rapport à ce que tu voulais? C'est ça? En fait, ouais, c'est ça. J'ai écrit des posts LinkedIn pour un client et en fait, le résultat, c'était à côté. Je me suis plantée, tu vois? Je me suis plantée. Je suis passée à côté de lui et en fait, il a pas aimé et je comprends, tu vois? C'était la première fois que ça m'arrivait, que je me plantais et il m'a dit: c'est moyen» et ça m'a moi, je peux pas entendre ça. Voilà, je peux Ah pas, ouais, chaud. non pas que voilà, c'est juste que pour moi, dans ma configuration, c'est pas possible que je sois moyenne. Je peux pas me permettre d'être moyenne. Il faut toujours que je vise l'excellence. Du coup, c'est quand même fatigant. Mais ça vient aussi, voilà, d'une éducation, d'une mère qui était dans cette excellence-là et voilà, j'ai toujours été, bah, 1re de la classe, jusqu'à mes études, voilà, il faut toujours que ce soit si tu pas excellent, c'est même pas la peine d'y aller et ça, c'est cool, mais souvent, c'est pas cool non plus. Voilà. Et comment tu le vis alors? Comment tu gères? Comment avec ce client, comment tu as fait? Alors avec ce client, je suis pas toute seule sur ce dossier-là. C'est un client avec qui je travaille, avec une agence. Donc j'ai pu en discuter avec la personne, qui m'a mis sur cette mission. Donc déjà tout de suite, j'ai pu redescendre. Elle m'a dit, «Voilà, t'inquiète, ça arrive». En plus, c'est un sujet qui est très technique. Voilà, je peux pas dire qui c'est parce que c'est du ghostwriting, donc Of course. c'est confidentiel, mais c'est un sujet très technique. C'est un projet impact qui est très voilà, c'est vraiment il y a du jargon, et c'est un mot et pas un autre, c'est chirurgical et c'est pas mon client direct, donc j'ai pas appris à le connaître comme si, on s'était mutuellement, prospectés quoi. Donc, il me manquait de la matière, bref. Donc tout ça a fait que je suis passée à côté pour le premier jet. La personne avec qui je travaille m'a dit: «Allez, on redescend, all good, ça arrive super souvent, avec ce genre de clients et cetera». Hem Et puis après, j'ai refait un nouveau jet de poste qui, pour le coup, enfin, il était content, quoi. Mais hem, j'ai j'en ai parlé, ça m'a aidé. Ça m'a aidé d'en parler à mon conjoint, d'en parler à mon groupe d'entrepreneurs en disant: «Oh là là, catastrophe!» Parce que quand tu as un syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ça appuie là où ça fait mal, quoi. Ça appuie sur le biais de confirmation de: «Bah, voilà, je savais que j'étais nulle, que j'étais une grosse arnaque». C'est le premier à s'en rendre compte, mais c'est clairement pas le dernier, quoi. Donc voilà, c'est compliqué d'avoir du recul quand on est seul dans ces moments-là. D'avoir le recul, c'est super dur parce on est seul, donc par définition, on n'a pas de recul, en fait. Donc j'en ai parlé. J'ai des personnes autour de moi qui ont beaucoup plus d'expérience dans l'entrepreneuriat qui m'ont dit: «Relax, des clients pas contents, insatisfaits, tu en auras toute ta vie. C'est le premier, mais c'est clairement pas le dernier, on va pas se mentir, donc ça va aller. Il y a pas de problème, il y a que des solutions. Quelle solution tu peux apporter?» Eh ben, tu lui offres un poste, tu lui offres 1 heure de call, de visio, donc c'est ce qu'on a fait. Tu refais des jets, tu te concentres bien cette fois, tu reprends tous les éléments en main et tu y retournes, quoi, et tu y retournes. Et voilà, ça a été une très bonne leçon, mais c'est pas facile quand on est seul. C'est vraiment Ah, tu m'étonnes. on prend tout de plein fouet. Il y a un petit peu d'ego aussi dans l'histoire, c'est par rapport à ce que tu disais. Totalement, mais totalement. C'est complètement ça. Blessure d'ego, puis en plus, voilà, quand on s'attaque à quelque chose qu'on maîtrise, donc l'écriture, on se dit: «Ah putain, oh ça fait mal» et en plus, avec le recul, j'étais d'accord avec lui, mais pas si c'était pas terrible, tu vois? Enfin, je les ai relus après, j'étais: «Ah franchement, il y a pas de fond», enfin, je me suis carrément plantée sur ce coup-là, quoi, enfin, clairement. Sur le coup, c'est dur. Sur le coup, on se remet complètement en question et on le vit, voilà, 1er degré, quoi. Mais après, voilà, le recul vient et on se rend compte que, bah, la terre s'arrête pas de tourner, quoi. Tu dirais que c'est ça, une des compétences d'un entrepreneur qui a du succès et qui développe son activité, on va pas dire sereinement, mais on va dire de manière, constante plutôt. C'est ça aussi, c'est de pouvoir se remettre en question suite à
une difficulté, on va pas appeler ça un échec puisque c'était pas un échec, mais c'était une difficulté dans ton parcours, un petit obstacle? Complètement, je pense que ça en fait partie. En fait, je pense que alors la réussite de l'entrepreneur, évidemment, on pourrait mettre beaucoup de choses dedans et ce n'est pas, c'est pas mon domaine, tu vois? Évidemment, je suis pas business coach et voilà, mais de mon point de vue, en tout cas de mon expérience, je crois que l'un des facteurs de la réussite de l'entrepreneur, c'est réussir à trouver le juste milieu entre la remise en question et pas trop de remise en question non plus. Parce que en fait, sinon, on ferme son ordi, on arrête tout, quoi, tu vois? Voilà, un client nous dit que c'est pas terrible ou que je sais pas quoi, peut-être que c'est le cas, mais peut-être aussi qu'il était pas très clair dans ses besoins. Bon là, c'était pas le cas, mais je veux dire, ça peut aussi arriver, ça va dans les 2 sens. Donc oui, être capable de se remettre en question, oui, faire baisser le son aussi de l'ego et de se dire: «OK, là, qu'est-ce qui parle? C'est l'ego? C'est vraiment» enfin voilà, faire le point là-dessus, mais être capable aussi de se dire: Heu, quelle est la part de responsabilité de chacun? Et réussir à cadrer aussi. Voilà, ne pas se garder sa posture, ne pas se confondre en excuses, évidemment, parce que là, on se décrédibilise complètement, mais proposer quelque chose, garder le lead, driver, dire: «Bah, en l'occurrence, on se revoit 1 heure, on fait le point, tu vas expliquer exactement ce qui va pas. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse à la place?» Voilà. Mais voilà, c'est vraiment, je pense, trouver cet équilibre. Oui, se remettre en question, oui, douter de soi, mais juste ce qu'il faut. Sinon, on se noie dans le syndrome de l'imposteur, on se noie dans ce qu'on considère être des échecs qui ne le sont pas forcément, parce que je crois que échec est un terme aussi très subjectif et sera un échec ce que toi tu considères être un échec, mais moi, jusqu'à maintenant, je ne considère pas avoir échoué sur quoi que ce soit, mais parce que en fait, pour moi, rien n'est un échec. Rien n'est échec. Tout est, matière à apprendre et à se nourrir. Par contre, là, ce qui s'est passé, par exemple, avec mon client, une autre personne dirait: «Bah, échec total», tu vois? Pour moi, ça l'est pas. Donc voilà, le juste milieu. Ouais, le juste milieu pour pas, devenir fou C'est ça. et puis pour garder la couverture de son côté aussi. Parce qu'effectivement, parfois le client, il y a aussi des histoires qui viennent de son côté aussi. On peut pas enfin, on a aussi les clients, même si tu les choisis, tu peux quand même avoir des moments où tu les comprends pas, c'est sûr. Complètement. Alors, tu sais, ce qui m'intéresse beaucoup dans ton parcours, c'est que toi, tu as déjà passé ce fameux cap des 3 000, 4 000 € par mois. Ça va Ouais, paraître énorme pour les personnes qui nous écoutent, qui sont souvent débutantes et qui ont moins de 1 000 € par mois avec leur ouais. activité parce qu'elles sont en train de grossir. Mais je trouve ça intéressant de t'avoir parce que pour le coup, toi, tu fais partie des filles qui ont déjà passé certains caps. Et je voudrais que tu nous dises si c'est différent pour toi d'avoir passé ce niveau-là de chiffre d'affaires. Est-ce que tes problématiques du quotidien sont différentes? Ou est-ce que c'est la même chose, simplement amplifiée par rapport à quand tu as débuté? Alors, c'est marrant comme question parce que, hem, définitivement, je dirais l'option B, la réponse B. Hem, En fait, jamais dans toute ma vie, je me suis imaginé qu'un jour je gagnerais ce chiffre d'affaires, enfin que qu'il y aurait ça encaissé par mois dans ma trésor. Je veux dire, enfin, ma mère est institutrice, mon père est peintre décorateur. Enfin voilà, c'est vraiment, on n'était pas pauvres, mais on n'était pas, enfin voilà, on était vraiment au milieu, voire, milieu, enfin voilà, appartement de fonction, mère célibataire parce que mes parents étaient séparés, un frère et une sœur. Voilà, c'était cool, mais bon, il y a pas de modèle d'opulence autour de moi du tout, quoi. Hem, Quand j'ai commencé, comme je te disais, et que j'ai vu que, bah, on m'avait dit: «Voilà, en gros, tu peux, franchement, quand tu écris, en rédaction SEO ou en copywriting, tu peux gagner facilement, 3 000 – 4 000 € sans trop bosser», enfin bon, sans trop bosser 15-20 heures, quoi. J'avais rencontré des gens comme ça, je me suis dit: «Mais c'est fou, enfin, c'est complètement fou, quoi, mais qu'est-ce que je vais faire moi avec 3 000 – 4 000 €?» Je sais pas, je sais pas. Et puis, je saurais même pas vraiment comment t'expliquer parce que je veux pas qu'on s'écoute et qu'on se dise: «Ah bah», enfin, je parle rarement de mon chiffre d'affaires parce que j'ai pas envie qu'on me prenne comme une référence. Je suis pas une référence. En vrai, je sais même pas trop comment j'ai fait pour en arriver là. Je pense qu'il y a eu de la chance aussi. Vraiment, il y a le facteur chance. J'ai beaucoup travaillé, OK, mais j'ai pu aussi beaucoup travailler. Hem, J'étais en bonne santé, j'ai pas fait de dépression postpartum. Enfin, il y a eu beaucoup de facteurs chance aussi en termes d'environnement personnel. J'ai fait les bonnes rencontres,
on est venu me chercher sur certains sujets et aujourd'hui, c'est des personnes avec qui je travaille encore énormément. Je pense au collectif Mère, notamment, Émilie, Dorothée. Bon, ça, c'est de la chance. Voilà. Je sais même pas trop comment j'ai fait pour en arriver là aujourd'hui. Je sais que mon cas n'est pas une généralité et je veux pas qu'on se dise, bah voilà, moi, j'en suis pas là et ça fait 5 ans. Voilà, vraiment. Et c'est pour ça que je communique jamais dans mes posts sur ce que je gagne. Parce que je veux pas, parce qu'on se compare déjà tellement sur les réseaux sociaux et je veux pas alimenter ça. Bon, ça, c'est une chose. La deuxième chose, maintenant qu'on sait quand même à peu près voilà, où j'en suis en termes de chiffre d'affaires, bon, il faut savoir que vraiment, et on me l'avait dit, mais maintenant je l'expérimente dans ma chair tous les jours, les angoisses financières qu'on peut avoir, l'éducation financière avec laquelle on grandit, le rapport à l'argent, ne fait que s'exacerber. Plus l'argent rentre dans notre compte en banque. C'est-à-dire que quand j'étais à 3 000 – 4 000, je me disais, ah super, mais quand je serai à 5 – 6 000, ce sera mieux. Je serai vraiment en sécurité. Puis 5 – 6 000, je suis arrivée. Ouais, mais de toute façon, ça va s'arrêter demain, donc autant que j'aille plutôt à 7 – 8 000. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et vraiment, aujourd'hui, voilà, je suis entre 8 et 10 000. Je ne me sens jamais sereine. Jamais. Parce que j'ai un rapport à l'argent qui est ancré dans mon éducation, qui est ancré dans qui je suis, dans ce que mes parents m'ont donné malgré moi. Alors, on n'était pas du tout dans une famille où on disait l'argent c'est mal, l'argent c'est tabou. Juste, on n'en parlait pas, mais dans tous les actes, dans les non-dits du quotidien. Donc, quand on va faire les courses et que ta mère te dit non, pas les pommes-potes, mais plutôt les Franprix parce que c'est quand même vachement moins cher, on va plutôt acheter des habits au marché. Alors que j'étais dans une ville très riche où tous mes copains se sapaient chez Diesel, chez Guess, chez toutes les marques canons de l'époque où le jean il est à 150 balles, alors que dans 6 mois, tu es obligé de changer parce que tu as pris 10 centimètres, tu vois. Oui. Nous, on ne pouvait pas. Donc ça, c'est des choses qui restent en fait en toi, malgré toi. Et que vraiment, j'y suis confrontée tous les jours. Et ça ne guérit pas tout seul. Donc personnellement, vraiment, là, un de mes projets cette année, c'est de m'éduquer financièrement, aussi de savoir comment apprendre, d'avoir déjà cette conscience de je fais quoi de cet argent qui rentre, comment je le fais fructifier, etc. Donc ça, c'est un projet. Et vraiment aller travailler mon rapport, j'aime pas trop ce terme, mais mindset, c'est très galvaudé, mais là, le rapport psychologique à l'argent, parce que en fait, je crois que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Encore une fois, on n'a pas vraiment la main dessus. Et vraiment, en fait, je pourrais aller chercher 15, 20 000. Ce sera toujours la même chose. J'aurai toujours l'impression que ça va s'arrêter demain. Je ne serai jamais sereine. J'aurai toujours besoin de mettre un peu sous le tapis, comme la petite fourmi. Euh, et, euh, et voilà, c'est pas parce que on gagne plus qu'on s'apaise. Donc, en fait, je crois que les problèmes sont un peu toujours les mêmes. Et puis, il y a encore plus d'URSSAF, plus d'impôts. Voilà, c'est évidemment 10 000 super en chiffre d'affaires, mais derrière, il y a 26% d'URSSAF, il y a les impôts, il y a la CFE. Enfin, je n'ai pas 10 000 € à la fin sur mon compte, évidemment. Voilà. Ouais, c'est clair. Et ça, tu fais bien de le dire parce qu'effectivement, quand on dit chiffre d'affaires, c'est pas du tout ce que tu as sur ton compte à la fin. Il y en Ah a ouais, beaucoup non. qui partent quand même. Il y a facile 50% en fait, à la fin. On se retrouve avec Ouais, 50%, ce qui est déjà énormissime, bien sûr. Mais voilà, c'est joli, les gens qui disent je gagne 200 000 € de chiffre d'affaires, ok, ça marche. Mais quand tu t'enlèves déjà voilà, toutes ces charges-là, on va se calmer quand même 2 minutes. C'est pour oui, ça que non, j'en mais parle c'est pas trop. sûr. Ce que j'apprécie dans ce que tu dis, c'est que tu dis pas que c'est fatal, c'est qu'on peut le travailler. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que on a tous un rapport à l'argent qui est hérité, parce que forcément, ça vient de tes parents, et je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je fais attention quand j'achète, quand je fais mes courses, à pas forcément prendre la marque. Et tu vois, là, au supermarché, la semaine dernière, il y avait une dame, elle avait pris il y avait 0 MDD dans son panier, et je me suis dit, waouh! Eh ben, dis donc! Ça avait pas l'air d'être un problème, tu vois? Et en fait, je crois que c'est quelque chose qui nous abreuve, sans forcément nous nourrir, mais qui nous abreuve, et on doit faire avec. Donc forcément, on est tous inégaux par rapport à ça, et je crois que tu as raison de dire que oui, on peut travailler là-dessus, sur, toutes les parties, pour lesquelles on a des difficultés. Je crois que c'est aussi ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'entrepreneuriat, c'est aussi partir à la conquête et à la découverte d'abord de soi-même. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est vraiment, écoute Maïté, c'est exactement ce que j'allais te dire. Et j'ai écouté un podcast hier là-dessus, enfin pas que là-dessus, mais complètement là-dessus. Je crois que l'entrepreneuriat est une école alors de développement personnel, pareil, ce terme, Oui. je l'aime pas trop, mais de découverte de soi, qui est complètement folle, qui est complètement folle. Tu travailles ton état d'esprit, ta confiance en soi,
en toi, ton rapport à l'argent, ton rapport au temps, ton organisation. Tu te nourris en permanence. Plus après, quand il y a beaucoup d'éternels apprenants, tu vois, de cette envie d'être tout le temps formé, de tout le temps apprendre. Je trouve que c'est complètement fou. Parce qu'en fait, comme tu es obligé, comme tu es tout seul, tu es obligé d'aller mettre un peu les mains dans le cambouis de chacun de ces sujets et tu te rends compte que dans ce cambouis, il y a plein de trucs que tu es à la ramasse totale et tu dis, faut que j'aille travailler ça, en fait. Et je trouve que c'est vraiment, mais c'est difficile, mais c'est génial, c'est génial. On apprend tellement, tellement, tellement de choses, quoi. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Tu pourrais revenir en arrière aujourd'hui? Je me suis pas mal posé cette question. Je crois pas. Je crois pas parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même un train de vie. Je oui, enfin, je crois que cette liberté, à la fois, c'est une liberté et c'en est pas tant une que ça parce qu'on est quand même tributaire de plein de trucs, mais ce cadre de vie, là, tu vois, je te parle, je suis toute seule chez moi, je suis tranquille. Il y a personne pour venir regarder ce que je fais par-dessus mon épaule. J'ai mes process, on ne m'impose rien. C'est moi qui décide de tout. Même si parfois c'est difficile, même si effectivement, il n'y a pas la fiche de paie à la fin du mois, les congés payés. Euh, je trouve que ça prévaut sur tout ça. Voilà. Euh, je pense que je préfère aller travailler tous ces sujets-là avec des personnes qui s'y connaissent, qui vont m'aider à être plus sereine, à avoir cette clarté, cette tranquillité d'esprit par rapport notamment à l'argent. Je pense qu'au bout d'un moment, avec l'expérience aussi, tu arrêtes d'être tout le temps dans la tête dans le guidon de l'entrepreneuriat et de te dire le mois prochain, ça s'arrête. Je pense qu'avec l'expérience, au bout d'un moment, tu te dis non, en fait, ça s'arrête pas. Tu vois, il y a des moments où ce sera moins rentable, moins cool, des moments où ce sera super, mais ça s'arrête pas. Tu vois, je pense que ça, c'est l'expérience. Donc, je préfère largement aller travailler sur tout ça, mais garder tout ce que j'ai gagné à côté que de me retourner dans le salariat avec des horaires et tout, enfin, avec devoir rendre des comptes. Non, je crois que, oh là là, C'est fini. je deviens folle. Non, non, c'est impossible. Enfin, impossible. Je crois pas, en tout cas. Je crois pas que ce soit possible. Et c'est clairement pas mon envie du moment, clairement. Top, génial. Je te remercie beaucoup pour ce partage parce que c'est vrai que on a rarement, enfin, dans le conseil en images, comme c'est un nouveau métier, il y a pas vraiment de modèle de réussite, tu vois, qui pourrait, vraiment driver les gens et leur dire: «Bah, voilà, moi, ce que je veux être, c'est la prochaine», je sais pas, comme dans le sport, tu vois, toutes les filles qui font les JO, qui gagnent des médailles, c'était des super modèles pour les personnes qui font pour les petites filles qui font ce métier-là et qui se disent qui ont ce sport-là et qui veulent après, grandir et tout. Dans le conseil en images, c'est un petit peu différent parce que ça reste un nouveau métier, même s'il a déjà 20 ans. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas encore faites. Il y a une vraie prise de conscience autour de ça et c'est aussi pour ça que je voudrais rassurer les filles qui nous écoutent parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment le début d'une aventure et c'est à vous de mettre le curseur où vous avez envie d'aller et de vous arrêter parce que je fais partie des filles qui prônent que, en fait, tu peux choisir la façon que tu as d'exercer le conseil en images et pour le coup, donc en venant apporter ton témoignage, même si tu es pas dans le même domaine, je trouve ça intéressant parce que finalement, toi, tu parles de limite et du fait que c'est difficile de trouver sa limite parce que c'est toi qui la poses et donc forcément quand tu la poses, il faut que tu aies aussi certainement ce recul et c'est pour ça que tu parles d'expérience après de dire: «Ben, c'est avec l'expérience que je vais me dire que finalement c'est la routine, c'est normal que ça puisse s'arrêter demain potentiellement, oui, mais ça peut aussi repartir après-demain donc c'est pas grave quoi» et le fait de dire: «Bon, c'est un process» et je crois que tu as beaucoup insisté là-dessus sur cette idée d'évolution, de transformation donc merci pour ça. Et pour finir, je voulais quand même te poser quelques questions sur le SEO parce que tu as parlé des IA tout à l'heure. Je sais que tu abordes le sujet de temps en temps sur LinkedIn aussi et j'aime beaucoup ta patte. Enfin, je veux dire, citer Zola dans un post ou Balzac, je vois pas beaucoup de gens le faire et pour le coup, est-ce que tu peux répondre à cette question brûlante, s'il te plaît? Parce que moi, je me la pose à chaque fois que j'écris un article sur mon blog. Je me dis: «Bon, je vais essayer de l'améliorer avec ChatGPT, avec Claude». Est-ce que Google pénalise les personnes qui écrivent en s'aidant de l'intelligence artificielle? Ça, c'est la première vraie question que je voulais te poser. Alors, je vais aller rassurer tout le monde. Non, Google ne pénalise pas forcément les personnes qui s'aident de l'intelligence artificielle. Ce que Google veut, c'est qu'on réponde à l'intention de recherche. Est-ce que ton article répond à l'intention de recherche? Est-ce qu'il apporte une valeur ajoutée? Est-ce qu'on sent dans cet article ta patte, qui tu es?
Est-ce que ça répond à ce qu'on appelle aux critères de l'EEAT, donc expertise, expérience, authority and trust, donc confiance, c'est-à-dire, voilà, toi, Maïté, est-ce que dans tes articles, on comprend que tu fais du conseil en image, que tu as l'expérience, etc. Si ton article est bien ficelé, que c'est pas copier-coller de ChatGPT, Claude, que tu es allé le retravailler en mettant un petit peu ta patte à droite à gauche et que ça répond, encore une fois, à l'intention de recherche du lecteur, il n'y a aucune raison que tu sois pénalisé. Ce que Google n'aime pas, mais comme LinkedIn, en fait, tout ce qui est algorithmique, c'est le pauvre texte 100% copier-coller de ChatGPT, qui répond, qui est fade, qui est générique, qu'on ne sait pas trop ce que ça raconte et qui reste en superficie et que personne ne lit parce que c'est nul en fait. Ça, il n'aime pas. Ça, il n'aime pas et il va pénaliser. Mais non, lui, tout ce qu'il veut, c'est que tu serves l'intérêt de l'humain avant tout. Donc, tu peux y aller, tu peux l'utiliser, tu te feras pas punir. Trop bien. Merci de nous avoir rassurés sur ce point. Et alors aujourd'hui, quand tu vois ce que est capable de faire un Claude ou un Gemini ou autre, comment est-ce qu'un métier comme le tien peut encore exister? Pardon de poser la question qui gratte. Mmh, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Je connais aussi des personnes qui, quand moi je me suis lancée, ne se sont pas lancées parce qu'ils se sont dit: «Ton métier n'existera plus dans pas longtemps». Bon, c'était il y a 2 ans. Je suis encore là, et je suis pas la seule. Je crois que en fait, comment dire? C'est pas tant une question de remplacer un métier, mais c'est une question on n'a pas les mêmes clients. Voilà. Les personnes avec qui je travaille se servent, sans doute de l'IA, voilà, comme ça quoi, bon. Mais pour leur poste, pour leur site, elles ont envie que ce soit une personne experte, de confiance, avec qui elles ont envie de bosser, qui rédige pour elles. Ou qui les drive, ou si je coach, voilà. Elles n'ont pas envie de faire ça avec l'intelligence artificielle. Par contre, il y a des personnes avec qui je ne travaille pas, qui préfèrent faire des prompts, avoir des agents IA, déléguer 100% à une intelligence artificielle pour faire des textes de 5 kilomètres. L'intelligence artificielle peut faire de très bons textes, hein. Si c'est bien prompté, et encore, c'est que le début, enfin voilà. Mais c'est pas mes clients en fait. C'est juste pas mes clients. On joue pas dans la même cour. C'est pas mieux ou moins bien. Après, quand même, l'intelligence artificielle, euh, pour lui faire mettre de l'émotion dans ses posts, donc c'est vraiment ce que je disais dans mon post d'hier, c'est oui, utiliser l'IA, mais derrière, va remettre ta patte, quoi. On connaît tous en plus maintenant les patterns de l'intelligence artificielle, c'est toujours les mêmes. Bon, il faut pas être bien malin pour repérer. Et on a beau dire, oui, tout le monde se sert de l'IA, etc. D'accord, mais ça peut vraiment discréditer. Si quelqu'un te crame en train d'utiliser de l'IA, ça peut discréditer. Ah bah ouais, il a utilisé l'IA. C'est pas de notre faute, c'est comme ça, c'est notre façon de penser. Moi, si on voit que je fais que du ChatGPT, alors que je vends de l'écriture, au secours. Enfin, je veux dire, c'est l'arnaque absolue, tu vois. Donc, utiliser l'intelligence artificielle, oui. Il y a des personnes qui vont vouloir l'utiliser à 100%, qui veulent être autonomes, qui veulent leur argent IA, qui veulent pas investir dans du ghostwriting, etc. Il y a des personnes qui ont envie de travailler avec l'humain, en fait. Et c'est juste deux modèles différents, et je suis intimement convaincue qu'il y a de la place pour tout le monde. Par contre, ce qui a vraiment effectivement sauté, et je le vois parce que je fais vraiment partie d'un groupe d'alumni de rédacteurs SEO, c'est tous les rédacteurs SEO sans vraie valeur ajoutée, sans voilà, qui me facturent encore, par exemple, Homo, ou bon, qui sont très généralistes. Eux, par contre, sont facilement remplaçables par l'IA. Si tu arrives à trouver une façon d'être, une façon de t'exprimer, un truc un peu unique, un peu différent, qui va créer cette connexion, en fait, en vrai, les gens ont surtout envie de bosser avec toi. Voilà. C'est toi qu'ils vont acheter derrière. Tu vois, c'est pas tant ce que finalement un bon prompt pourrait faire, pourquoi pas, tu vois. Ils ont envie de bosser avec toi. Et c'est là que du coup, il y a pas mal de rédacteurs SEO ou de rédacteurs tout court qui se sont fait un peu souffler par l'intelligence artificielle parce que bah, si c'est un peu générique, en vrai, ChatGPT peut le faire. J'aime beaucoup ce que tu dis et pour le coup, je crois que c'est pareil dans le conseil en images. Alors pour l'instant, on n'a pas encore d'IA qui remplace le conseil en images, même si Amazon a sorti des trucs et tout, mais la différence, elle est là, c'est effectivement le fait d'avoir envie d'avoir un humain ou pas, et d'avoir cette relation aussi avec quelqu'un, quoi, c'est sûr.
Ah oui, je crois bien. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. OK, top. Est-ce que, je voudrais aussi te poser une question d'experte. Mmh. Moi, je déconseille aux personnes qui, se lancent de se lancer dans la création d'un site internet tout de suite, parce que je leur dis que, ben, c'est pas encore assez clair dans leur tête pour que, leur site soit vraiment pertinent et qu'il vaut mieux le faire dans un deuxième temps. Est-ce que selon toi, ça reste un moyen incontournable de se faire connaître, un site internet? Est-ce qu'un blog suffit? Est-ce qu'il faut un blog plus site? Enfin, parce que pour la plupart des gens, un blog, c'est pas un site, mais on sait bien que c'est un site aussi, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, je suis assez d'accord avec toi. Je devrais prêcher pour ma paroisse, mais je ne vais pas le faire. Je crois que créer son site internet au tout début de son aventure entrepreneuriale, c'est un fashion faux pas, parce qu'on est comme tu disais, en fait, c'est trop flou encore. On peut encore changer de positionnement. On n'est pas certain de son persona. On Notre offre, elle va encore être affinée et puis on se cherche encore beaucoup. Et en fait, moi, j'ai fait cette erreur, hein, donc voilà, 100 aussi, enfin, voilà, j'en parle de mon expérience, mais de ce que je vois autour de moi. On va créer du contenu, on va, déployer, une stratégie éventuellement, SEO, tu vois? À la limite, on se dit: «Allez, j'y vais, j'investis». Mais en fait, au bout de 6 mois, elle sera déjà, périmée parce qu'en fait, ce sera plus tout à fait aligné avec qui on est et ce qu'on veut faire. Nos offres vont évoluer, on lance une offre, ça se trouve, elle marche pas très bien. Enfin, je pense que c'est pas le meilleur moyen au départ de se lancer. Et puis c'est un gros budget. Enfin voilà, créer un site, le stratégie, c'est un budget, enfin le SEO, c'est un investissement, important. Bon, il faut quand même aussi, c'est cool d'investir dès le début, mais il faut pas non plus se mettre, en galère et ne pas pouvoir manger à la fin du mois. Il faut aussi choisir ses investissements. Je pense que par contre, une fois qu'on sait, on connaît notre persona, on a une, deux, trois, 4 offres, elles sont définies. On sait aussi que potentiellement, il y a de la recherche sur Google. Parce qu'en fait, si on fait un truc, mais que personne ne cherche sur Google, bah, on va pas aller faire du SEO en fait, parce que personne ne cherche sur Google. Donc on va aller sur un autre canal. Peut-être que c'est de la prospection en direct, peut-être que c'est du call, peut-être que j'en sais rien. Mais en fait, si on fait un truc totalement innovant, qu'il y a rien, ça n'a aucun intérêt. Euh, Mon conseil, c'est créer un site internet quand vous êtes sûr de votre persona, ou en tout cas à peu près quand même sûr de votre persona. Après, ça peut bouger un petit peu, mais voilà, on sait quand même à qui on parle, on connaît nos offres, elles sont définies et on ne va pas recommencer en 6 mois. Voilà. Après, blog ou pas blog, alors pour moi, un blog, en fait, c'est sur le site, hein, c'est un onglet de votre site. Ne faites pas un blog comme ce qu'on appelle un sous-domaine, c'est-à-dire un site dans le site. C'est un peu relou en termes de SEO, c'est pas le mieux. C'est un onglet de votre site, ça va vous permettre d'envoyer du contenu régulièrement dans Google. Donc, ça, Google, il adore, ça lui fait très plaisir. Le blog, ça va dépendre, enfin, en fait, ça va vraiment être tributaire de la stratégie. Par exemple, quand on a besoin de se faire connaître en local, souvent, on va d'abord, enfin, la stratégie qu'on va déployer sur nos pages piliers, donc page service, la fiche Google My Business, souvent suffit à bien se positionner. Euh, Quand on est sur une stratégie plus où il y a plus de monde, on est concurrentiel, par exemple, on a un e-commerce, par exemple, de culottes de règles, où on sait qu'il y a énormément d'entreprises qui se sont lancées là-dedans ces dernières années. Complément alimentaire. Typiquement, je travaille avec une marque de compléments alimentaires pour femmes enceintes pendant 2 ans. Là, sans stratégie de blog, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de monde qu'on est obligé d'aller capter du trafic par de l'informationnel, par du comment, quand, pourquoi j'ai tel problème. Parce qu'en fait, nos simples pages piliers, il y a tellement de concurrence que ça va être long, quoi. Long et presque démotivant. Donc, le blog, j'ai envie de répondre comme beaucoup, c'est vraiment la réponse, un peu la blague entre consultant SEO. La réponse, c'est ça dépend. Ça dépend et ça demande à être creusé par la stratégie, par un audit et par de la stratégie. Merci Voilà. beaucoup pour ta réponse. Comment tu fais, toi, pour trouver des clients? LinkedIn a été mon tremplin. Quand je me suis lancée, du coup, je me suis lancée avec un bootcamp LinkedIn direct dans la foulée qui a commencé en janvier 24, donc vraiment genre 8 jours après la création d'entreprise, tout fait d'un coup. Et LinkedIn a été mon tremplin. Voilà, je ne sais pas, encore une fois, je pense qu'il y a un peu un alignement des planètes.
j'ai commencé à publier sur LinkedIn à ce moment-là. On m'a dit, tes posts sont cool, pourquoi pas faire du ghostwriting. J'ai de la demande qui est rentrée à ce moment-là, des personnes qui m'ont fait confiance alors que j'avais zéro preuve sociale, j'étais nobody, enfin vraiment, je travaillais encore avec, du coup, en l'occurrence, c'est Émilie Fredly, de la fondatrice de Maison Mère, et je ne comprends même pas à quel moment cette femme incroyable a pu me faire confiance, alors que j'étais entrepreneur, vraiment depuis 15 jours, hein, littéralement. Bon, ça, c'est facteur chance aussi. LinkedIn, canal numéro 1, c'est vraiment pour moi, c'est une cour de récréation. Je m'éclate sur LinkedIn, je prends un énorme plaisir à créer mes posts, j'adore ça. C'est jamais une souffrance. Il y a des moments où j'ai la flemme intersidérale, bien sûr, mais la discipline prend toujours le pli et je le fais quand même. Je me suis arrêtée une fois, là, le mois dernier, pendant 3 semaines, sauf pendant les vacances, parce qu'il ne faut pas pousser mémé non plus. Je ne vais pas être sur LinkedIn alors que je suis avec mes enfants à la plage. Donc, les vacances, j'arrête. Noël, 1 semaine, j'arrête. Là, j'ai arrêté 3 semaines parce qu'en janvier, j'ai déménagé. C'était trop. J'avais trop de travail. Donc, j'ai sacrifié LinkedIn, entre guillemets, mais je viens juste de revenir parce que vraiment, j'aime ça. LinkedIn m'a permis de trouver 98% de mes clients. Et après, mes clients, j'ai fait du réseau. Mes clients m'ont amené des clients, le bouche à oreille. Je suis très régulière, je ne déroge jamais à ma application, j'ai une discipline de fer ou de feu, je ne sais plus, mais bref, ça commence par un F et après il y a un E. Mais parce qu'encore une fois, il y a vraiment le plaisir. Voilà, si ce n'était pas le cas, si c'était un truc qui vraiment me coûtait, j'en serais sans doute. Je n'aurais pas le même discours aujourd'hui. Mon blog, et je fais du SEO sur mon blog, donc ça m'aide, et ma newsletter. C'est mon triangle, mon triptyque gagnant. Toujours le médium de l'écriture, mais c'est ce qui me permet de gagner en visibilité et d'attirer du trafic. Et ça, newsletter, je suis moins sérieuse. Il y en a au moins une qui part par mois. Normalement, c'est 2, mais voilà. Mon blog, pareil, je suis moins sérieuse parce que mon site vient juste d'être refondu. Donc là, cordonnière très, très mal chaussée, ma stratégie SEO est en train de mourir dans un cimetière de stratégie SEO. Il faut que je la reprenne. Mais par contre, LinkedIn, je suis... j'ai mon objectif et je lâche rien. Et du coup, ça paye. Ça paye. Et du coup, j'ai des messages qui rentrent toutes les semaines, mais ça n'a pas été le cas pendant très longtemps, enfin, bien sûr. Mais aujourd'hui, du coup, je récolte des graines que j'ai pas mal semées depuis plus de 2 ans maintenant. Top. Discipline, discipline, discipline. Discipline. Qui doit prendre le pas sur la motivation. Quand la motivation, elle est au fond du trou et qu'on a la flemme, après, évidemment, quand on est très malade, on peut quand même être doux avec soi-même. Mais ouais, la discipline qui prend le pas, toujours. Est-ce que ce serait le mot de la fin pour toi, la discipline, ou est-ce que tu en vois un autre? Allez, discipline, c'est parfait. Mais après, vous allez me prendre pour une militaire, une folle qui fait que travailler. Non, je lis tous les soirs, je vais marcher 1 heure par jour, je fais du pilates tous les jours. Enfin voilà, j'ai quand même, la vie est cool, mais je trouve que la discipline, c'est une excellente école. Et voilà, apprendre à s'autodiscipliner quand on est seul, c'est un excellent exercice et on peut appliquer après à tellement de choses, tellement de domaines, même dans la vie personnelle. Donc, la discipline joyeuse, on va dire ça, discipline joyeuse. Génial. La joyeuse discipline. Merci beaucoup, Nina. Avec plaisir, merci à toi, Maïté, c'était super. Écoute, ouais, c'était vraiment super intéressant, ton parcours, et je pense très inspirant, et ça montre que c'est possible, en fait. 2 ans et demi, bon, tu as investi sur toi, tu as pris du temps, tu as su rebondir au bon moment, et même si tu as eu un bébé entre-temps et tout, enfin, tu as quand même cette, dynamique. Alors la discipline doit être ton socle aussi quelque part, parce que c'est pas, enfin, si tu t'étais laissé vivre avec tous ces changements depuis 2 ans et demi, forcément tu aurais pas pu faire tout ça. Donc je pense que la discipline, elle est effectivement importante, mais après c'est aussi un joli cap qu'on offre là, de pouvoir dire, même pour moi, tu vois, c'est vraiment une inspiration, et je te remercie parce que je me dis: «Bon, allez, c'est possible, on peut y arriver, il faut juste garder le cap, quoi». Donc merci beaucoup pour tes partages. Merci pour ce retour, ça me touche beaucoup et je suis très contente que voilà, ça me touche beaucoup d'entendre ça, vraiment. Génial. Bah, écoute, reviens quand tu veux, ce sera avec grand plaisir, et Merci puis, beaucoup. Merci en beaucoup. attendant, chères auditrices, de vous retrouver pour un nouvel épisode, je vous souhaite une merveilleuse semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.